Bonjour, troisième volet de notre première semaine de 2 semaines, donc consacrée à l'histoire du communisme, de ce communisme en gloire des premières années où ceux qui critiquaient ses excès avaient du mal à se faire entendre. Mais aujourd'hui, comme tous les mercredis, vous pourrez dans un premier temps écouter des archives anciennes, sinon rares, connues en tous les cas de tous ceux qui connaissent l'histoire du Parti communiste, autour de Pierre Vaillant-Couturier. Ces archives, elles seront commentées par Stéphane Courtois, historien, directeur de recherche au CNRS et coordonnateur du dictionnaire du communisme qui vient de paraître chez Larousse. Avec lui, nous évoquerons ce communisme français des 15 à 20 premières années, entre 1920 et 1937, mais aussi la création par les communistes et par le Parti communiste soi-même de héros communistes, parmi lesquels on peut trouver justement la figure de Paul Vaillant-Couturier. Paul Vaillant-Couturier, homme politique et journaliste français, Paris 1892, idem 1937, membre du comité central du Parti communiste français 1921, député de 1919 à 1928, puis en 1938, rédacteur en chef de l'Humanité 1928. Il fut un des fondateurs de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires et dirigea la revue de cette organisation, Commune, en 1933, il a publié Lettres à mes amis, 1920, Le bal des aveugles, 1927, Défendons l'URSS, 1929. C'est la notice du petit Robert sur Paul Vaillant-Couturier. Bonjour Stéphane Courtois. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette notice qui, évidemment, comme toutes les notices de dictionnaire, est un peu sèche? Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce Paul Vaillant-Couturier, en plus de fondateur de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires? On peut dire pas mal de choses. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure, mais non, déjà pour présenter le personnage. On peut dire d'abord que dans le Parti communiste, à sa création en 1920, il y avait différentes générations, et lui, il est typiquement représentatif de la jeune génération, la génération du front, qui sortait de la guerre de 14, qui a joué un rôle si important dans une espèce de mutation de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, Parti socialiste, du congrès de Tours en 1920, en SFIC, section française de l'Internationale communiste, et il a été d'ailleurs au congrès de Tours le porte-parole véritablement de la jeunesse qui arrivait du front et qui par pacifisme la plupart du temps venait vers le Parti communiste. Ensuite il a joué, alors il a eu une petite traversée du désert évidemment parce que le Parti communiste a connu une bolchevisation après 24-25, puis une stalinisation à partir de 30-31, et à ce moment-là Vaillant-Couturier qui venait d'un milieu très bourgeois, il n'avait pas tout à fait, il n'avait pas le casting de l'ouvrier prolétarien, etc. Mais c'est vrai qu'à partir du tournant du Front populaire en 34 et surtout 35, alors là, on a su vraiment utiliser ses capacités d'homme de masse, d'homme qui était capable précisément de créer une espèce de mythologie et en particulier de rattraper, entre guillemets, toute une dimension française. Que le PC avait rejeté évidemment, y compris la Révolution française, puisque pratiquement jusqu'en 34-35, on crache sur le drapeau français, on crache sur la Marseillaise, on récuse même la Révolution française qui est une révolution bourgeoise, mais d'un seul coup, voilà que... C'est dans ces années-là où le Parti communiste fait sa profonde mutation, se renationalise, pourrait-on dire, et puis s'intéresse à la grande geste qui avait été développée de l'histoire de la France, développée par les écrivains républicains en particulier, et reprend certains des personnages de cette histoire pour se les approprier ou du moins les adapter à la vision communiste française. Oui, il y a là une date tout à fait symbolique qui est le 14 juillet 1935 où pour la première fois au stade Buffalo il y a un énorme meeting et Jacques Duclos, l'un des patrons du PC, va faire chanter successivement l'Internationale bien entendu et la Marseillaise, et on va agiter successivement ou simultanément les drapeaux rouges et les drapeaux tricolores. Et à partir de ce moment-là, Vaillant-Couturier va être vraiment le porte-parole de cette espèce de nationalisation du discours du PC. Jusqu'en 1937, date de sa mort, jusqu'à sa mort, 1937, ce qui en fera non pas un martyr, puisqu'il n'est pas mort dans des conditions catastrophiques ni brutales, mais en tout cas, ce qui en fera une figure importante du Parti communiste, y compris plus tard. Les archives que nous allons écouter sont issues d'un disque qui avait été publié pour la fête de l'Humanité 1959. La face A, c'était donc Paul Vaillant-Couturier, donc un Villejuif. L'Humanité est votre journal, parce que l'Humanité est le journal du peuple de France, des ouvriers, des paysans, des classes moyennes, parce que l'Humanité est un journal propre, vrai, libre, français. La plupart des journaux sont des instruments de corruption entre les mains des banques et des grands industriels. Les uns sont les journaux des trusts, d'autres sont les organes de véritables trusts de journaux.
Au service des oligarchies capitalistes, ils ont pour mission de déformer la vérité pour diriger l'opinion dans le sens des intérêts de ceux qui les paient. N'hésitant pas à se mettre pour des avantages matériels au service de certaines influences étrangères, ils constituent des dangers pour la paix et pour la sécurité de la France. L'humanité, elle, dit la vérité. Et par là, l'humanité est un véritable journal d'information, un journal attrayant et complet, le journal de la famille. L'humanité, fondée par Jaurès, est restée sous la direction de Marcel Cachin, ce que Jaurès avait voulu qu'elle fût, un journal propre, un journal contrôlé par le parti des masses travailleuses, une maison de verre où chacun peut à tout moment voir ce qui se passe. L'humanité, dont la vente augmente sans cesse, peut hardiment affirmer qu'elle est, par son tirage, le premier des journaux politiques de France et le troisième des journaux du matin, car l'humanité fait régulièrement constater et certifier officiellement son tirage. L'humanité ouvre ses livres et publie annuellement son bilan détaillé, faisant apparaître comment, grâce à une sage administration, un journal populaire aimé de ses lecteurs, de ses rédacteurs, de ses diffuseurs, et servi notamment par ses admirables comités de défense, peut, malgré la hausse organisée par le trust du papier, maintenir une exploitation saine et bénéficiaire. L'humanité est un journal libre, et ce qui lui permet de défendre toujours et partout ceux qui souffrent, ceux qui peinent, ceux qui luttent. Les mêmes forces obscures dont les calomnies firent jadis assassiner Jaurès, calomnient aujourd'hui l'humanité, parce que l'humanité lutte contre les trusts, forges, houillères, électricité, chemin de fer, qui organisent la vie chère, parce que l'humanité lutte contre le fascisme, parce que l'humanité est un journal français, un journal qui se préoccupe de sauvegarder la paix, une paix qui ne sépare pas de la sécurité des travailleurs de France ni de la fraternité des peuples. Parce que l'humanité est un puissant moyen de culture et qu'elle fait appel aux valeurs spirituelles pour développer la dignité de l'homme. Parce que l'humanité veut unir les Français que les trusts et le fascisme international veulent diviser afin de les mieux asservir. Parce que l'humanité, drapeau de l'unité, est contre la haine, contre la misère, contre la guerre, la meilleure arme de cette France libre, forte et heureuse que veulent et que feront les communistes. L'humanité, c'est le visage de la France. Voilà donc pour ces archives qui ont été sélectionnées et montées par Amélie Meffre. Alors Stéphane Courtois, on a entendu, et c'était un écho à ce que vous disiez auparavant, ces idées les plus généreuses et les plus françaises. Donc on a entendu ce tournant considérable qui est ce tournant des années 30, du milieu des années 30, de 35, 36, 37 justement, du Parti communiste qui décide de se recentrer, en même temps qu'il reste un parti internationaliste, sur une logique nationale, dans la logique en particulier du Front populaire. Ce qu'on vient d'entendre aussi, c'est donc la voix de Paul Vaillant-Couturier avec cette fameuse phrase l'humanité, c'est le visage de la France. D'ailleurs, une phrase qui trouve un écho lointain dans le discours du Panthéon d'André Malraux, puisque Jean Moulin, c'est le visage de la France. C'était ce jour-là le visage de la France. C'est assez curieux, parce que peut-être y a-t-il un écho de ce compagnonnage de André Malraux dans ces années-là, justement, avec le Parti communiste. Il se rendra en 1934, d'ailleurs, au congrès des écrivains, au premier congrès des écrivains d'Union soviétique. Alors, si on se replace dans ce contexte-là, Stéphane Courtois, ces 15-17 premières années, donc entre 1920 et 1937, sont des années assez bousculées. Vous l'avez dit tout à l'heure, par l'intermédiaire de la biographie de Paul Vaillant-Couturier, on peut comprendre que ce sont des années bousculées, c'est-à-dire la naissance au forceps au congrès de Tours, un premier élan, assez vite bloqué, avec des changements de ligne. Expliquez-nous tout ça, ça se passe comment exactement ? Ça se passe effectivement qu'au sortir de la guerre, le Parti socialiste est dans une situation un petit peu difficile. Il y a énormément d'attentes, évidemment, à la sortie de la guerre, en raison du massacre, en raison de la situation économique, sociale, etc. Et de fait, le parti il y a toute une frustration qui fait que en 1920, et avec en plus la création de l'Union soviétique, ce qui est évidemment fondamental, puisque la révolution bolchevique devient le premier exemple d'un parti socialiste qui se serait emparé du pouvoir, en plus dans un très grand pays, eh bien
bien, au sein du Parti socialiste, en décembre 1920, il y a ce fameux congrès de Tours, au cours duquel une large majorité du parti va voter pour l'adhésion à l'internationale communiste, c'est-à-dire pour la transformation du Parti socialiste en Parti communiste. Et à ce moment-là, on peut penser que ce jeune Parti communiste, il a un avenir superbe devant lui, parce que, il ramasse les 3/4 des notables, pourrait-on dire, d'ailleurs. Alors, justement, c'est le problème. Il ramasse les 3/4 des votes du Congrès, mais il faut bien dire que beaucoup des élus restent dans ce que Léon Blum appelle la vieille maison. Quand il quitte le Congrès, il dit non, je vais garder la vieille maison. Et les choses auraient pu se passer assez bien, simplement, très rapidement, les communistes français vont s'apercevoir que les fameuses 21 conditions imposées par l'internationale communiste, donc ils avaient pensé que on est quand même très loin de Moscou, ils vont s'apercevoir que Moscou c'est quand même très près, et que évidemment, les bolcheviks ont l'intention de mettre tout à fait au pas et de bolcheviser, c'est-à-dire de transformer d'un parti qui est en fait un parti démocrate, le parti socialiste d'avant 14 et d'avant 1920, c'est un parti tout à fait démocrate qui joue le jeu des élections, qui joue complètement le jeu des élections, Jaurès, etc. On va décider de le transformer en vrai parti communiste, et ça demande du travail. Alors, et donc là, il va y avoir des éliminations. Paul Vaillant-Couturier, Marcel Cachin, dans ce contexte-là, ces deux voix qu'on vient d'entendre. Donc, Paul Vaillant-Couturier. Ils n'ont pas tout à fait le même statut, parce que Cachin a un statut extrêmement important. C'est un des principaux leaders de la SFIO. C'est lui qui, à la suite d'un voyage à Moscou en 1920, fait basculer de fait la SFIO vers la SFIC. Et en plus, ça a été dit, c'est lui qui réussit à conserver les actions de l'Humanité, de ce fameux journal, qui est le grand symbole de la gauche française depuis 1905-1906, et le grand symbole de Jaurès. Donc là, il y a quelque chose d'important. En plus, Cachin est un vieux routier, c'était un des rares permanents de la SFIO d'avant 14. Vaillant-Couturier, c'est un jeune. Donc, il y a un peu... il y a deux générations, il y a deux générations, deux types de statuts, même derrière le nouveau parti. Absolument. Cachin est au bureau politique, etc. Vaillant n'y est pas, mais néanmoins, on les a bien entendus. C'est quand même deux personnages qui sont des intellectuels, qui sont des grands orateurs, ce qui est très important à cette époque. N'oublions pas, il n'y a pas de télévision, il n'y a pratiquement pas de radio, etc. Donc, c'est sûr qu'un quelqu'un qui, comme Marcel Cachin en 1937, peut parler de la parole ailée de Paul Vaillant-Couturier, on voit qu'il a été nourri au moins aux humanités classiques. Ça, absolument. Vaillant a fait ses études à Agenson de Sailly, donc qui n'était déjà pas un très mauvais lycée à l'époque. Donc ce sont des gens qui sont cultivés, ce sont des intellectuels, ce sont de grands orateurs, et c'est très important à cette époque où il n'y a pas justement d'autres médias pour toucher de vastes foules, et en même temps, justement, à cause du fait qu'ils sont des intellectuels, ils n'ont pas le profil que recherchent les bolcheviks. Les bolcheviks recherchent des ouvriers, des prolétaires. C'est là où sera le nœud des complications, en particulier autour de la personnalité de Paul Vaillant-Couturier, qui va petit à petit donc être un peu éclipsé avant de revenir au milieu des années 30, donc au premier plan du Parti communiste français. Qu'est-ce que c'est cette querelle justement, et comment se passe cette querelle? Par où ça passe? Est-ce que ça passe par des associations? Est-ce que ça passe par des injonctions venant de Moscou? Est-ce que ça passe par des voyages justement d'intellectuels ou d'ouvriers français allant justement à Moscou, la nouvelle Mecque ou le nouveau Vatican de cette vision-là? Comment ça se passe exactement? En fait, le véritable objectif des bolcheviks, c'est de créer à la tête de ce jeune parti communiste une direction qui soit, à leurs yeux, bolchevique, c'est-à-dire qui corresponde à leurs critères, à la fois des critères de profil sociologique. On veut des jeunes ouvriers, si possible des métallos, etc., ou des mineurs. Alors vous voyez monter Doriot, Thorez, etc. On veut des jeunes, c'est-à-dire on va... Et c'est à partir de quel moment ça? Ça c'est dès 24-25. Dès 24-25, on a ce processus qu'on appelle classiquement la bolchevisation, c'est-à-dire la transformation de la structure de l'ancienne SFIO en une véritable structure communiste, c'est-à-dire, comme on dirait aujourd'hui, verticale, disciplinée, l'instauration des cellules, etc. Et puis, aussi la mise au pas politique et idéologique. Il s'agit que ces gens-là intériorisent complètement le discours communiste et suivent de très près les directives qui sont données à Moscou. Donc ça, c'est la première chose. Donc il va y avoir effectivement des échanges. On envoie des gens se former à Moscou, on les surveille de près, on les convoque régulièrement. On envoie ici des représentants de l'Internationale qui progressivement donnent des directives, des ordres, etc. Et petit à petit, évidemment, cette direction communiste française va suivre de très près
les directives de Moscou, mais ça marche mal. Il faut bien dire, c'est un peu le bazar. Bon. Et finalement, fin 1930, l'Internationale envoie à Paris un représentant plénipotentiaire qui va être le fameux Eugène Fried et qui, lui, va sans doute mieux que d'autres représentants de l'Internationale comprendre. Enfin, il va y avoir une espèce au feeling, il va vraiment sentir la France. Et il va jouer un rôle très important, à la fois de sélection de la nouvelle direction autour de 1931-32, avec ce qui sera la direction historique ensuite du Parti communiste français, Thorez, Duclos, Frachon, Giton, Marty. Bon, il y en aura qui vont chuter entre-temps, mais bon, le trio central est arrivé, Thorez, Duclos, Frachon. Et puis surtout une relation particulière entre Fried et Thorez, et justement dans le sens de la récupération de toute une tradition révolutionnaire française. Alors il ne faut pas aller trop vite avec vous, Stéphane Courtois, puisque il y a tout de même des étapes importantes, en particulier pour ce qui concerne les intellectuels, les écrivains. On en reparlera demain dans notre débat historiographique, puisqu'on travaillera sur ceux qui ont chanté le communisme par leurs plumes. Donc il ne faut pas oublier justement que Paul Vaillant-Couturier en particulier fait partie de ceux qui se rendent en 1927 par exemple pour la première conférence internationale des écrivains prolétariens et révolutionnaires en novembre 27 à Moscou, que là on discute justement d'une organisation, de la façon de faire, qu'il est tout seul comme grand représentant français avec Henri Barbusse, que d'ailleurs nichera là une sorte de concurrence entre eux avec un jeu un peu subtil qui les fera s'opposer à un certain moment. Henri Barbusse là aussi combattant justement de la Première Guerre mondiale, grand héros justement du combat contre la guerre avec le feu. Et là, on voit bien que c'est à ce moment-là aussi qu'il y a une organisation autour des écrivains, autour des intellectuels, pour tenter justement de savoir qui sont les écrivains prolétariens, qui sont les écrivains qui ne sont pas prolétariens, et comment on peut faire le tri entre les deux, Stéphane Courtois. Oui, alors là se posent des questions assez compliquées pour les communistes parce que, en plus, vous connaissez le statut de l'intellectuel en France. Bon, c'est un statut qui est très particulier. Et effectivement, en plus, ces intellectuels ont l'intention de se mêler de politique, j'ai envie de dire. Or, dans un parti communiste, ne se mêlent de politique que les gens qui sont autorisés à se mêler de politique, c'est-à-dire les gens que Moscou a habilités. Et donc là, alors en plus, vous avez cité Barbusse, il y a même presque une concurrence dans les enterrements, puisque Barbusse va mourir brusquement à Moscou en 1935, et il va y avoir un enterrement gigantesque à son retour, et puis ensuite, Vaillant va mourir en 1937. Donc c'est effectivement tout à fait curieux ce parallélisme. Le problème, c'est que Barbusse, lui, il est en contact direct avec les soviétiques, c'est-à-dire il n'est pas vraiment sous la coupe du parti, il joue son jeu avec les soviétiques. On a maintenant trouvé pas mal d'archives où on voit qu'il joue son jeu avec les soviétiques. D'un côté, le fameux journal Monde, qui est vraiment un journal d'intellectuels. Oui, mais où il y a des tiraillements avec certains dirigeants en particulier de cette internationale des écrivains, puisque Barbusse ne veut pas que Monde soit simplement le réceptacle des écrivains prolétariens, veut le laisser un peu ouvert, et ça posera des problèmes au tout début des années 30 entre justement ces gens de Monde et Henri Barbusse soi-même, et justement cette organisation internationale des écrivains prolétariens. Absolument, donc c'est ce que je disais, Barbusse, lui, il veut conserver une espèce d'autonomie, et grâce à son contact direct avec les soviétiques, il peut négocier des choses avec les soviétiques, alors que les autres intellectuels qui sont sous la coupe du parti français, sont un peu obligés de s'aligner. Alors en plus s'ajoute à ça le problème des surréalistes, puisqu'on évoquera peut-être Aragon. Oui. Donc il y a le problème des surréalistes qui, à un moment donné, se rapprochent du communisme en général et même du Parti communiste français en particulier. Et puis ensuite, il va y avoir une rupture précisément. Donc c'est une affaire assez compliquée, mais il ne faut pas se faire d'illusions. À cette époque-là, les intellectuels n'ont pas vraiment le droit à la parole dans le parti. À l'époque, c'est l'ouvrier qui est porté au nu. Avec en particulier cette figure très particulière qu'on découvre quand on lit les historiens qui travaillent là-dessus, le Rapcorps. Alors les Rapcorps. Alors ça, c'est tout à fait particulier. Les Rapcorps, c'est une organisation qui a été montée d'ailleurs à l'instigation des soviétiques, qui demande aux ouvriers et en général aux militants communistes, mais en particulier aux ouvriers, d'envoyer au journal L'Humanité des informations, des reportages sur leur usine, leur vie, mais surtout sur leur usine, etc. En fait, le problème, c'est que ce système des Rapcorps masque la mise en place d'un dispositif
d'espionnage industriel, tout simplement. Et ça va d'ailleurs mal se terminer, puisque l'un des responsables de ce dispositif, évidemment, va être découvert. Le réseau soviétique va être découvert par la police française. Crémé, le fameux Crémé, qui était à la tête de ce dispositif et qui était quand même membre du bureau politique, va être obligé de s'enfuir en URSS. Et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, les soviétiques et les communistes français, d'un commun accord, vont séparer, je dirais, les deux dispositifs. Oui, mais cette figure du Rapcore est une figure importante parce que justement, dans cette question de la relation à l'intellectuel, eh bien, il y a d'un côté celui qui écrit avec ses moyens donc d'ouvrier, et de l'autre côté, il y a l'intellectuel, et on va jouer justement de la concurrence de l'un et de l'autre en tentant de faire monter ces écrivains donc issus de la classe ouvrière pour pouvoir contrebalancer l'influence des écrivains issus justement de la bourgeoisie. Et là, effectivement, vous étiez autour du nom d'Aragon. Le nom d'Aragon sera prononcé, ça sera une affaire justement pour savoir si Aragon est un écrivain bourgeois ou un écrivain révolutionnaire. Pour une raison très simple, c'est qu'en bon marxiste et en bon léniniste, les communistes considèrent que ce qu'on appelait la ligne de classe passe aussi chez les écrivains. Donc il y a les écrivains bourgeois, les écrivains prolétariens, et dans les écrivains prolétariens, il y a les écrivains qui viennent de la bourgeoisie. Et Vaillant en est un, Aragon en est un, et donc ceux-là, ils sont à ce moment-là, hein, on est là en 28, 29, 30, ouais, c'est ça. Le moment le plus dur. Autour des années, voilà. Du début des années 30. C'est le moment, alors non plus de la bolchevisation, mais de la stalinisation, c'est-à-dire vraiment d'une prise en main très ferme par les soviétiques du parti français et du parti soviétique par Staline, donc ça se durcit fortement, surtout en fonction de ce qui se passe en URSS. Eh bien, à ce moment-là, ces écrivains prolétariens, c'est-à-dire qui sont du côté communiste, mais qui sont d'origine bourgeoise, sont tenus en suspicion. Hein. Mais ça va évidemment beaucoup changer avec le Front populaire. Alors, il y a tout de même quelque chose de très intéressant, c'est que Paris n'est pas un endroit anodin pour le Parti communiste d'Union soviétique à ce moment-là. Il y a un regard assez intéressé pour ce qui se fait à Paris, ce qui se fait au sein du Parti communiste français. On a republié il y a quelques années le fameux Je brûle Paris de Bruno Jasinski, qui est un ouvrage absolument formidable qu'il faut demander aux gens qui ne le connaissent pas de le lire, puisque Je brûle Paris, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de réponse aux écrivains bourgeois français qui critiquent la révolution soviétique, et en disant, eh bien voilà, je vais vous montrer comment est vraiment Paris, et il décrit, Bruno Jasinski décrit un Paris coupé en deux. Nous, dans le 16e, ici, à la Maison de la Radio, nous serions dans un Paris bourgeois qui a dressé des barricades pour empêcher les ouvriers d'entrer. Et puis tout le quartier Est, les quartiers Est de Paris, seraient des quartiers donc tenus par les militants ouvriers, affamés par la bourgeoisie parisienne. C'est une sorte de fable, mais une fable absolument extraordinaire. C'est une fable, oui, c'est une... Publiée dans l'Humanité à l'époque, d'ailleurs. Bien entendu, ça a été un grand feuilleton. Alors, c'est une espèce de préfiguration d'une nouvelle commune de Paris, en fait. Hein, bon, mais évidemment, sous égide soviétique, hein, mais qui, effectivement, ne fait que refléter la situation sociologique de Paris, qui est bien connue d'ailleurs, il suffit de regarder les cartes électorales depuis très longtemps. Paris était effectivement largement coupé en deux, en tout cas avec un extrême ouest très à droite et un extrême est très à gauche, plus un élément nouveau, et là Vaillant va jouer un rôle très important, qui est la banlieue. La banlieue qui jusque-là jouait un rôle très, très, très marginal et qui, après la guerre de 14, va devenir un élément très important de la région, mais un élément déshérité, puisque chacun sait que en banlieue, la banlieue, c'était une espèce de Far West. Oui, et il faut se souvenir tout de même de ce qu'était cette banlieue justement au tout début des années 20, des lotissements souvent privés, sans aucun accès à l'eau, à la route surtout. Oui, c'est un Far West, les gens s'installent, il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure, etc. Il y a des populations ouvrières qui sont laissées en déshérence d'une certaine manière, et assez rapidement le Parti communiste, ou certains membres du Parti communiste, vont comprendre que bon, il y a là une clientèle très importante. Ce qui explique d'ailleurs ce souvenir donc de Serge de Zorts racontant l'inauguration de l'école Karl Marx en 1933. D'abord parce que le Parti communiste, dans ses municipalités, porte une attention assez soutenue, même s'il y a débat à l'intérieur du Parti communiste, à la question de l'éducation pour tous, mais surtout avec un geste architectural relativement moderne, puisque c'est l'URSA, donc je crois, qui est l'auteur de cette école Karl Marx en 1933 à Villejuif, et que c'est une école du mouvement moderne, pourrait-on dire. Donc une application du mouvement moderne à une municipalisation du mouvement moderne. C'est une école, on pourrait presque dire, c'est une école construite dans les années 1960. Or, elle était construite au début des années 30. Bon, donc effectivement, et ça c'est très important pour
il faut quand même rappeler que entre 27 à peu près, parce que le Parti communiste va avoir de grosses déperditions d'effectifs après 1923-24, donc à partir de 27-28 jusqu'en 33, disons en tout cas, le Parti communiste est devenu une espèce de secte qui s'est complètement racornie, refermée sur elle-même, etc. Mais en même temps, c'est devenu un noyau de cadres politiques très solides qui ont été soigneusement sélectionnés. Bon, et à partir effectivement de 34, avec la politique de Front populaire, mais ça commence déjà un petit peu avant, mais surtout 34, politique de Front populaire imposé par Moscou, parce que là, c'est vraiment les intérêts de l'Union soviétique qui président à ce virage, mais un virage qui correspond en fait à une aspiration de beaucoup de communistes français, Thorez en priorité d'ailleurs, qui a très bien compris tout l'intérêt de ce virage politique. Et là, on va assister au niveau national à une espèce de nationalisation du discours communiste, mais surtout on va assister, événement et pour Vaillant très important, 1935, les élections municipales, le triomphe du Parti communiste dans la ceinture rouge. C'est là que se constitue cette fameuse ceinture rouge, c'est-à-dire la banlieue autour de Paris, qui sera un élément mythique extraordinaire. Il suffit de relire les textes de l'époque où les prolétaires entourent Paris et vont s'emparer de la capitale. C'est presque le Paris de Jasinski. Bon. De Jasinski. Et donc là, et c'est tout à fait... et là, il y a un mouvement très important et très populaire, très important. Alors justement, c'est dans ces années-là que Paul Vaillant-Couturier met sa plume au service de la chanson, musique d'Arthur Honegger, jeunesse, dont vous m'avez rappelé avant l'émission que c'est dans ce poème, donc mis en musique par Arthur Honegger, qu'on trouve le fameux Lendemain qui chante. Jeunesse donc sur les paroles de Paul Vaillant-Couturier, musique d'Arthur Honegger. Alors on a un tout petit peu été rapidement avec vous toujours Stéphane Courtois. On a oublié la création de l'association des écrivains et artistes révolutionnaires, l'AEAR, association très importante parce que justement voulue depuis Moscou par ceux qui tiennent en main justement l'Union internationale des écrivains révolutionnaires, trouvant que les initiatives françaises sont toujours un tout petit peu marginales et surtout elles prennent un peu de liberté par rapport à la ligne voulue à Moscou. Et là, on crée cette association des écrivains et artistes révolutionnaires, dont le secrétaire général est Paul Vaillant-Couturier. Alors, une association qui, elle aussi, aura des allers-retours, pourrait-on dire, parce que elle est très dure au début des années 30, après le congrès de Kharkov. Elle va avoir une position extrêmement dure, critiquant en particulier les surréalistes, vous le rappeliez tout à l'heure, Stéphane Courtois. Et puis, Paul Vaillant-Couturier, en 32, fera une sorte de mea culpa en disant que, eh bien, la dérive, il y a eu peut-être une dérive sectaire de l'AEAR, et puis il faut peut-être créer un vaste front unique littéraire qui s'ouvrirait aux bourgeois, et à ce moment-là, on peut penser à un écrivain comme André Gide. Oui, alors, effectivement, ça n'est quand même pas par hasard, finalement, que c'est en France que le Front populaire a été expérimenté. Il est expérimenté, évidemment, sur ordre de Moscou, puisque Thorez est convoqué en mai 34 à Moscou et on lui dit il faut changer la ligne dans tel sens pour des raisons de politique internationale, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, etc. En juin 34, il va y avoir cette fameuse conférence nationale du Parti communiste français où justement le virage va se faire et va aboutir très vite à un accord entre communistes et socialistes. Mais il y avait, c'est vrai, déjà depuis 32-33 des petits signes que ça bougeait, et vraisemblablement sur l'impulsion de Fried, qui a compris qu'en France, il y avait des possibilités d'action. Ce représentant de l'Internationale communiste. Qui est le représentant de l'Internationale communiste, que la France est quand même un pays à la fois démocratique, très divers, etc. Il y a des possibilités d'action, d'aller vers des démocrates, vers des intellectuels, etc., vu le statut des intellectuels en France, et puis vu notre culture politique, qui est une culture révolutionnaire. Enfin, je veux dire, toute la culture française repose sur la Révolution française, donc il y a des affinités, il y a des choses à faire. Et Thorez va comprendre ça finalement assez vite. Thorez et je veux dire, les communistes, Moscou ne s'est pas trompé, et Fried ne se sont pas trompés en sélectionnant Thorez. C'est un véritable homme politique qui a du flair, qui sent les choses, et qui sent les choses des deux côtés. Il les sent à Moscou, parce qu'il faut quand même pas faire n'importe quoi, mais il les sent aussi à Paris. Alors, on voit, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la condamnation d'un certain surréalisme. L'UIER, donc l'Union internationale des écrivains révolutionnaires, en parlant de Buñuel et de son film L'Âge d'or, dit considérer comme des grandeurs équivalentes la révolution prolétarienne et la sodomisation d'une fillette de 12 ans dans une porcherie, mettre Lénine la main dans la main avec Freud et le marquis de Sade, c'est compromettre les
les slogans du prolétariat révolutionnaire et la philosophie du prolétariat révolutionnaire aux yeux des intellectuels hésitants. Ce qui est intéressant, c'est que on a toujours tendance à imaginer que la question en particulier du réalisme socialiste naît avec la doctrine Jnanov et qu'elle naît justement avec ce grand congrès de 1934, ce congrès des écrivains de l'Union soviétique auquel se rend en particulier André Malraux. Mais c'est plus compliqué, c'est-à-dire que ça vient de plus loin, ça vient du cœur des années 20, de ces combats que vous nous avez décrits, Stéphane Courtois, entre diverses tendances à l'intérieur du Parti communiste, et que ça n'est que l'aboutissement, cette doctrine du réalisme socialiste n'est que l'aboutissement d'une des tendances justement à l'œuvre à l'intérieur du communisme en matière de littérature, de cinéma, d'art et de peinture. Oui, mais il ne faut jamais oublier que le Parti communiste n'est à l'époque qu'une section française de l'Internationale communiste, donc ces débats que vous évoquez sur le réalisme socialiste, ces conflits entre écrivains prolétariens, tout à fait prolétariens, pas tout à fait prolétariens ou bourgeois, reflètent aussi des combats violents qui se déroulent à ce moment-là en Union soviétique, hein, où s'est créée une association d'écrivains très révolutionnaires que Staline a laissé faire pendant un temps, mais à partir de 29-30, Staline commence à considérer que c'est plus ça la ligne. Il faut aller vers autre chose. Il faut arrêter avec l'avant-gardisme. Il faut que ça parle aux masses. Hein. Et donc, va y avoir évidemment des purges en Union soviétique à ce niveau-là. Et c'est Staline, en fait, qui va instaurer le réalisme en disant il faut que les masses comprennent ce qu'on leur raconte. Ça suffit, votre constructivisme et tout ça. Bon. Et donc, évidemment, ça se reflète aussi ici. Alors, il y a un nom qu'on n'a pas évoqué qui est Paul Nizan, qui est aussi une des jeunes pousses, si je puis dire. Qui est un des fondateurs avec justement Paul Vaillant-Couturier de cette association des écrivains et artistes révolutionnaires. Et qui va quand même passer donc un an en URSS, en 34 si je me souviens bien. Donc voilà, il y a tout un aller-retour constant entre Moscou, Paris, etc. C'est quand même une époque où il y a une très forte ébullition, plus l'arrivée d'Hitler au pouvoir qui est un choc pour tout le monde. Et pas seulement l'arrivée d'Hitler au pouvoir, la destruction du Parti communiste allemand. Or, pour Moscou et pour tous les communistes, le deuxième grand parti communiste au monde, c'était le Parti communiste allemand. Bon, depuis 1919, or ce parti va être détruit en quelques semaines, en quelques mois, et c'est à ce moment-là que Moscou regarde vers Paris en disant mais finalement c'est à Paris que les choses les plus importantes se passent sur le plan diplomatique, etc. Et du coup, le Parti communiste français va devenir, c'est à ce moment-là que le PC français va devenir en quelque sorte, si on peut s'exprimer comme ça, la fille aînée de l'Église communiste. Hein, et il faut rappeler qu'en 1935, au 7e et dernier congrès de l'Internationale communiste, il y a deux héros du congrès. Il y a Georges Dimitrov qui vient pour parler vulgairement, de mettre la pâtée à Göring lors du procès de Leipzig en fin 33, début 34. Et puis, c'est Maurice Thorez. C'est Maurice Thorez, hein, donc l'expérimentation du Front populaire en France a été un très grand succès, presque un triomphe, on peut dire, hein, y compris sur le plan électoral. Alors c'est aussi la construction de figures importantes et qui deviendront des figures mythiques. Je disais que ces archives qu'on a écoutées au début étaient évidemment publiées par les éditions discographiques du Parti communiste. Et là, c'était un extrait donc tiré d'un petit 45 tours publié pour la fête de l'UMA 1959. On va construire comme cela progressivement des figures de héros ou au moins des figures de référence. Alors, quelquefois, certaines d'entre elles, on s'en passera un peu plus tard parce qu'elles ne correspondront plus aux lignes du parti, mais néanmoins, on va construire des figures et Paul Vaillant-Couturier va entrer dans cette sorte de panthéon parce que d'abord, il est mort jeune, parce qu'ensuite, il était un brillant orateur, vous l'avez dit. Stéphane Courtois, comment cela se met-il en place? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ces années 30, fin d'année 30, pour que, comme cela, on crée progressivement une sorte de panthéon, enfin, disons, si ça n'est pas un panthéon, disons des figures de référence qui serviront aux militants plus tard. Alors les grands élus locaux, vous l'avez dit, les grands élus de la banlieue, mais aussi des personnalités intellectuelles ou artistiques. Absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir dans les années 20, qui sont les figures, sur qui fait-on des brochures quand on est au Parti communiste. On fait des brochures essentiellement sur des héros bolcheviques.
Hein, c'est intéressant. Bon, tout un tas de héros bolcheviques, alors qu'effectivement, à partir du Front populaire, on va complètement nationaliser les héros. Alors, on va récupérer la Révolution française. Donc là, il va y avoir des figures importantes qui vont ressurgir. Et l'un des fils les plus intéressants, c'est le fameux Gracchus Babeuf. Hein, qui est considéré comme l'inventeur du communisme moderne. Bon, et alors dans les moments de fermeture, de dureté, de sectarisme, on s'appuie sur Babeuf, mais dans les moments d'ouverture, on oublie un peu Babeuf parce qu'il est un peu trop extrémiste. Bon, donc c'est très intéressant de suivre le fil de Babeuf. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir comment on assiste à une espèce de nationalisation du discours, hein, et c'est d'ailleurs Baillant-Couturier qui, en 1936, fait ce discours où il dit « Nous continuons la France. Nous, les communistes, nous continuons la France. C'est nous qui sommes les héritiers de toute la France, mais pas seulement de la Révolution française. Les rois, les cathédrales, etc., etc. » Et donc, il y a effectivement toute une dimension de récupération du patrimoine, proprement dit, qui est effectivement très importante. Alors, évidemment, et ça joue un rôle très important sur le plan culturel. On l'a entendu par votre témoin qui a des souvenirs émus de choses, évidemment. Bon, des petits gamins du fin fond de la banlieue qui vivaient vraiment dans la crasse, etc. Bon, on leur ouvre des horizons, on les emmène les fameuses colonies de vacances. Ça c'est très important. Très important. Alors, ils sont pas les seuls, bien sûr. Les catholiques font aussi des choses comme ça, mais bon, ce qui est important, c'est que là, on s'adresse à une clientèle qui est vraiment une clientèle prolétarienne, déshéritée. Et évidemment, se crée un lien affectif très fort entre une partie de cette population et le Parti communiste. Alors, une des questions qui marque justement cette question des personnalités du Parti communiste, c'est la question du culte de la personnalité. Est-ce qu'on le voit, on commence à le voir naître justement au milieu des années 30, autour de la personnalité en particulier de Maurice Thorez et peut-être des autres qui sont autour de lui, en particulier Duclos, mais une figure comme André Marty qu'on évoquait lundi avec Henri Martin fait partie des figures qui, jusqu'à l'exclusion d'André Marty en 1953, seront des figures revendiquées justement de grandes figures de culte de la personnalité. Oui, mais là encore, on est dans un mimétisme avec Moscou. Hein. Le vrai culte de la personnalité commence en URSS en 29-30 avec Staline. Bon, et donc à partir de ce moment-là se développe en URSS, dans la Pravda, etc., tout un culte du secrétaire général, et on va avoir une espèce de mimétisme en France qui va, alors effectivement, on fête les anniversaires, on fait des cadeaux, etc., mais ça va aller très loin, puisque en 37, Maurice Thorez va publier son autobiographie Fils du peuple, et il va se faire taper sur les doigts par Moscou sur le thème ne sois pas plus royaliste que le roi camarade, ne sois pas plus secrétaire général que le secrétaire général d'Union soviétique qui n'a pas publié son autobiographie. Donc c'est assez et en même temps, on reconnaît à Moscou que Fils du peuple est une opération politique remarquable, enfin qui justement propose un modèle, un modèle de militant ouvrier, un modèle de militant ouvrier, un modèle par la grâce du parti. Absolument. Donc on a tout le profil. De ce que devrait être un ouvrier modèle, qui, modeste mineur, va devenir secrétaire général du parti. Néanmoins, il ne faut pas faire d'anachronisme, Stéphane Courtois. Ce culte de la personnalité, il prendra sa pleine puissance un peu plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, et surtout après la Seconde Guerre mondiale. Après, c'est surtout après. Avec le 70e anniversaire de Staline en 1949. Le 50e anniversaire de Thorez en 1950. Etc. 1950, donc c'est vraiment après que là, ça atteint des sommets tout à fait ahurissants. Mais c'est vrai que ça démarre. Mais il est vrai que ça repose en partie, et ça j'en ai eu de nombreux témoignages, ça repose en partie sur une véritable admiration, en particulier au moment du Front populaire, parce que les ouvriers ont obtenu beaucoup, et j'ai souvenir d'un vieux militant syndicaliste et communiste de Voiron qui me rappelait que revenant de Paris, où il avait négocié des choses, etc., les ouvrières l'attendaient à la gare, et il avait encore dans son buffet le service à café qu'elle lui avait ouvert, et croyez-moi, il n'y touchait pas, c'était quelque chose d'absolument sacré. Donc il y a véritablement quelque chose de particulier qui s'est produit entre 35 et 38, entre toute une partie de la population ouvrière
et en partie française, et le Parti communiste. Alors évidemment, avec les pactes germano-soviétiques, etc., il y a eu beaucoup d'autres péripéties qui ont un peu cassé cette espèce de moment magique, je dirais. Merci Stéphane Courtois. Je rappelle que vous êtes le directeur de la revue Communisme, et aussi vous avez dirigé, avec beaucoup d'ailleurs de membres de la revue Communisme, un dictionnaire du communisme qui vient tout juste de paraître chez Larousse, un dictionnaire du communisme qui tente de faire par grandes notions l'histoire de ce communisme, avec évidemment des discussions que nous n'aurons pas là entre est-ce qu'il y a un communisme ou des communismes, pour ne pas reprendre les discussions que vous aviez lancées vous-même avec le livre noir du communisme et la réponse à ce livre noir qui s'appelait Le siècle des communismes. Merci encore Stéphane Courtois d'avoir été notre invité dans cette semaine, donc justement sur ce communisme du début en gloire, pourrait-on dire, des années 30. Merci. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Vonne Bolivier et Jean-René Bonissant. Les archives ont été choisies par Olivier Tossery. Le site internet sur lequel vous pouvez écouter l'émission pendant un mois, la télécharger jusqu'à demain matin à 9h, trouver des bibliographies complémentaires est tenu par Antoine Lachamp. À la technique aujourd'hui, Jean-Frédérix. À la réalisation, Véronique Lamandour. www.franceculture.com, rubrique Les émissions, la fabrique de l'histoire.